Merci beaucoup à Ali Remo de m'avoir envoyé, à Patresse, non, de m'avoir invité et je suis vraiment très heureux de me retrouver dans cette salle puisqu'il y a environ 2 ans, je crois, j'étais déjà intervenu dans le cadre de ces passionnantes journées de l'IREMO. Alors voilà, aujourd'hui, vous avez compris, on remonte le temps, hein, bien sûr, et aujourd'hui, on va s'intéresser à une période qui va à peu près du milieu du 8e siècle à l'an 1000, hein, de 750 à 1000 à peu près. Même si on ne s'interdira pas de remonter un peu avant, disons entre 500 et 1000. Hein. On va balayer la deuxième moitié du premier millénaire dans cet espace qui est à peu près qui est délimité par les cartes et les taches que vous voyez là. L'Empire carolingien n'était pas le but de cette carte, donc il n'est pas indiqué en lui-même. C'est plutôt l'Empire de l'Islam dont vous connaissez peut-être un peu moins bien tout de même les territoires que ceux de l'Empire carolingien, qui sont très proches de nous, qui sont européens. Et voilà. Et on va s'intéresser d'abord à la notion d'empire, parce que on parle d'empire carolingien tout à fait couramment, jusque dans les salles universitaires. On parle d'empire islamique à propos des deux dynasties, des deux premières dynasties qui se sont succédées dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire la dynastie des Omeyyades de Damas et la dynastie des Abbassides de Bagdad. Mais peut-être faut-il d'abord essayer de déterminer ce qu'est un empire. Alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais vous donner ma définition, c'est-à-dire celle que j'ai proposée dans un livre qui est sorti il y a 3 ans, je crois, au Seuil, et qui s'appelle Brève histoire des empires, où j'essayais de parcourir à la fois l'histoire et les caractéristiques des grands empires de l'ancien monde, c'est-à-dire du monde d'avant la révolution industrielle, d'avant le XVIIIe siècle, depuis les premiers empires repérables à mes yeux, hein, dans la définition que j'en donne, c'est-à-dire l'empire assyrien ou l'empire achéménide au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. L'empire achéménide, c'est l'empire perse de Darius, Xerxès, Cyrus, hein, pour ceux d'entre vous qui ont des souvenirs d'histoire grecque en particulier, ou de langue grecque, d'apprentissage de la langue grecque classique. Jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'empire moghol des Indes, jusqu'à l'empire chinois de Tianlong à son apogée au XVIIIe siècle. Voilà, et j'ai tenté de caractériser ces empires anciens. Il ne s'agit donc pas des empires coloniaux, bien que on m'ait demandé dans des conférences postérieures, évidemment, de comparer ma définition de l'empire, de confronter cette définition aux empires coloniaux modernes. Ces empires anciens, entre 6e siècle avant Jésus-Christ et 18e siècle, j'ai tenté de les définir par 3 caractéristiques, par 3 traits, qu'on va essayer de retrouver dans nos 2 empires, dans l'empire carolingien et surtout dans l'empire abbasside. Hein. Alors, premier trait, bien sûr, le monopole de la richesse et de la vie urbaine. C'est le trait le plus simple, le plus quantitatif, hein, c'est-à-dire que l'empire, ce que j'appelle un empire, n'inclut pas moins, ne peut pas inclure moins que un 6e, un 5e, un quart. L'empire chinois, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un tiers de la population mondiale, tout simplement. Hein, l'empire de Tianlong, c'est, en Chine, à la fin du XVIIIe siècle, c'est pratiquement 300 millions d'habitants, si on s'en tient en tout cas au recensement chinois, même si on les conteste, vous savez, on a toujours contesté les données quantitatives chinoises, je ne sais pas pourquoi, enfin, les Occidentaux ne croient pas aux données quantitatives chinoises, presque jamais. Même si on conteste ces données, il est très évident que l'empire de Tianlong ne représente pas moins, donc la Chine à la fin du XVIIIe siècle, ne représente pas moins qu'un quart, au moins, de la population mondiale. Donc, un 6e, un 5e, un quart de la population mondiale, une population dense et une richesse associée à cette population dense et productive qui fait contraste avec le monde de pénurie
qui s'étend au-delà des limites de l'Empire. Les empires sont des clairières, les empires anciens dont je vous parle, sont des clairières dans des forêts de tribus, de populations clairsemées, et beaucoup plus pauvres en général que les populations de l'Empire. L'Empire suppose ce contraste entre des populations denses, relativement prospères, concentrées, et des populations clairsemées, pauvres et périphériques. Il suppose donc la barbarie. Dès que vous posez l'Empire, vous posez la barbarie. Ça va de soi. Et ce contraste n'existe naturellement, réellement. Il y a une définition de l'Empire des autres comme des barbares, toute naturelle, mais cette définition peut s'appuyer sur des faits réels seulement à partir de la fin du néolithique et des premiers millénaires de l'histoire, quand les progrès matériels de l'humanité se concentrent sur un petit nombre ou dans un petit nombre de régions du monde, en tout cas les progrès les plus spectaculaires, le Moyen-Orient parmi ces régions, la Chine du Nord, pas toute la Chine, tout le territoire de la Chine d'aujourd'hui, la vallée de l'Indus et non pas tout le territoire de l'Inde d'aujourd'hui, le Mexique central, le seul territoire d'Amérique qui connaissent véritablement, dès le premier millénaire avant notre ère, une véritable poussée de population. Vous savez que quand les Européens arrivent en Amérique, on estime qu'il y a à peu près une 50aine de millions d'habitants sur le continent américain à ce moment-là, et le tiers de ces 50 millions d'habitants se concentre dans le Mexique central d'aujourd'hui. C'est ça, la situation impériale, c'est-à-dire une clairière de population extrêmement dense et autour de très vastes solitudes, évidemment infiniment moins productives que la densité centrale de l'Empire. L'Empire suppose ainsi une domination politique unique sur des millions de sujets, tandis que dans le monde clairsemé des barbares, on va les appeler des barbares comme l'Empire les appelle, bien sûr, les unités politiques tribales se limitent à quelques centaines d'individus, au maximum à quelques milliers d'individus. Et donc les dénivellations démographiques sont absolument gigantesques entre les empires et leurs périphéries. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Bon. C'est le premier point. Le deuxième point, que j'ai déjà introduit dans le premier d'ailleurs, c'est que l'Empire, c'est une monarchie, toujours. Chez mon cher Ibn Khaldoun, dont j'ai tiré l'essentiel de ses thèses, le grand historien arabe du XIVe siècle, évidemment, l'État est une monarchie, ça va de soi. Il n'y a pas d'autre forme politique possible pour lui que la monarchie. L'Empire est une monarchie qui est fondée sur l'impôt et sur le désarmement des populations. Ça, c'est le deuxième point. Monarchie, impôt, désarmement. Le régime politique de l'Empire, c'est donc la monarchie. Comme celui des immensités barbares qui l'entourent, c'est la tribu. Les deux régimes politiques fondamentaux qui s'opposent dans la pensée d'un Ibn Khaldoun, par exemple, au XIVe siècle, c'est d'une part les ensembles denses et prospères monarchiques, et les ensembles clairsemés et barbares tribaux. Il n'y a que ces deux formes politiques fondamentales. Et c'est ici, justement, que la théorie d'Ibn Khaldoun est éclairante. Pourquoi y a-t-il, d'une part, des immensités barbares tribales et d'autre part, des monarchies? Si l'Empire est une monarchie, c'est que sa prospérité, qui est si frappante, si on la compare à la pénurie du monde barbare, exige l'inégalité des conditions et la tyrannie de l'impôt. C'est dans ces termes qu'il s'exprime, la tyrannie de l'impôt. L'impôt est une tyrannie. C'est le moment de les payer, donc vous savez à quel point c'est une tyrannie, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Donc l'État et l'impôt qui le caractérisent, car la caractéristique de l'État, c'est l'impôt. L'État et l'impôt qui le caractérisent permettent en effet à l'Empire de mobiliser des ressources dans la ville capitale. La ville est toujours une capitale dans la théorie d'Ibn Khaldoun et dans la réalité du monde ancien. Les très grandes villes sont toujours des capitales, c'est-à-dire des faits politiques créés par l'impôt, par l'État et par l'impôt. C'est l'impôt qui mobilise et concentre les ressources de telle sorte que la ville existe.
Rome existe parce que l'Empire romain existe, bien sûr. Hein. Bagdad existe parce que l'Empire abbasside existe. Si l'Empire abbasside s'effondre, Bagdad n'existe plus. C'est très exactement ce qui s'est produit. Bagdad n'a qu'une très faible, et Rome aussi bien sûr, hein, n'a qu'une très faible autonomie, inertie par rapport à l'Empire. Si l'Empire n'existe plus, sa capitale n'existe plus, la concentration urbaine qui faisait la caractéristique de l'Empire n'existe plus, hein, bien sûr. Donc, l'impôt permet de concentrer les populations et les richesses dans la ville, dans la capitale, et là, dans la ville, dans la capitale, l'intensité de la demande par les élites, la concentration des compétences aussi, font naître des métiers nouveaux, dit Ibn Khaldoun. Alors, il n'a pas le terme progrès de productivité, mais c'est ce que nous dirions nous. Hein, font naître des progrès de productivité, pour tout dire. Dans les villages, tout le monde travaille ses propres outils de bois. Tout le monde fabrique ses propres outils de bois. Il n'y a pas d'ouvriers spécialisés hein, dans la fabrication de l'outil de bois. Dans les bourgs, il commence à y avoir des menuisiers. Dans les grandes villes, des charpentiers. Et dans les très grandes capitales, à Paris au XVe siècle, peut-être à Bagdad ou à Cordoue au Xe siècle, on n'en est pas très sûr, il y a des ébénistes. Hein, c'est-à-dire des formes de métiers de plus en plus spécialisées et qualifiées pour travailler le même matériau, en l'occurrence le bois ou l'ivoire, hein, car ce sont aussi des spécialistes du bois hein, qui fabriquent l'ivoire. C'est pourquoi on peut penser, le bois ayant pour l'essentiel disparu, on peut penser qu'il y avait, puisqu'il nous reste des objets d'ivoire, qu'il y avait en effet des sortes d'ébénistes à Cordoue ou à Bagdad au Xe siècle ou à Constantinople. Voilà. Donc des métiers nouveaux, des gains de productivité, qui profitent à terme à tous, même à ceux qui ont été d'abord lésés par le paiement de l'impôt. Et qui profitent de ces gains de productivité, qui profitent de ces progrès, hein, tout simplement, dans les mécanismes techniques hein, et dans la synergie que suppose la répartition, la meilleure répartition de la division du travail. Mais l'Empire suppose, en échange de cette spirale de prospérité qu'il provoque, l'Empire suppose un total désarmement de ses sujets, des populations armées et solidaires, dit Ibn Khaldoun, dont je m'inspire ici, évidemment, refuseraient l'impôt, hein, tout simplement. Et s'il n'y a pas d'impôt, le mécanisme du progrès est totalement enrayé. Il ne se passe rien. Hein, vous retournez au régime de la tribu, c'est-à-dire au régime de la pauvreté. Hein, d'accord. Donc l'Empire est désarmé puisqu'il désarme ses populations. Donc, et j'y insiste beaucoup parce que c'est un des contresens, mais alors là au sens strict, un contresens qu'on commet souvent sur l'Empire, l'Empire est pacifique. Hein, ça va de soi puisqu'il a désarmé ses populations. Et parce que son but c'est la levée tranquille de l'impôt et non pas la guerre. L'Empire fait le pari au total, que la levée régulière et pacifique de l'impôt est plus rentable que les bénéfices indiscutables du pillage que la guerre peut vous apporter. Hein, il vaut mieux lever l'impôt tous les ans sur ces sujets que piller de temps en temps un adversaire qui se défendra de mieux en mieux de toute façon. Hein. Donc l'impôt l'emporte de loin sur le pillage. Hein, c'est le pari de l'Empire. C'est pour ça que l'Empire existe. Hein, pour prouver que l'impôt l'emporte sur le pillage. Par son existence même, donc, cela dit, l'Empire crée ainsi une situation aberrante, paradoxale, c'est-à-dire une masse considérable de populations prospères, désarmées, au milieu d'une forêt de tribus, certes démographiquement minuscules par rapport aux populations de l'Empire, mais pauvres, solidaires, car les solidarités que l'Empire brise chez ces sujets n'ont pas été brisées dans ces tribus, et armées, relativement armées, hein, puisqu'on ne les a pas désarmées. Donc, pour forcer son troupeau productif à payer l'impôt d'abord, mais surtout pour le protéger contre ces tribus menaçantes, l'Empire n'a d'autre choix que de contracter l'alliance de certaines de ces tribus qui le protégeront des autres.
hein. L'Empire fait venir la violence qu'il supprime chez ses sujets, il fait venir la violence de ses marges, la première fois que le mot marge est employé, de ses périphéries barbares. Hein. Le grand sociologue américain Ernest Gellner, qui était un grand passionné d'Ibn Khaldoun, et qui avait longuement médité sa théorie, et qui n'hésitait pas sur les termes brutaux, disait, ben voilà, l'Empire, où l'État transforme ses sujets, ceux qu'Ibn Khaldoun appelle des sédentaires, en moutons. Un troupeau de moutons au milieu de la montagne, c'est embêtant, hein, parce qu'il y a des loups, même si les loups sont très peu nombreux. Comme vous le savez, les loups sont beaucoup moins nombreux que les moutons. Mais il y a quand même quelques loups qui vont attaquer le troupeau. Donc, pour protéger le troupeau, il n'y a pas d'autre même moyen que d'acheter quelques loups qu'on transforme en chiens-loups, c'est-à-dire en défenseurs du troupeau contre les autres loups. Mais inévitablement, parce qu'ils ont le monopole de la violence, parce qu'ils sont des loups, parce qu'ils ont le monopole de la violence dans et pour l'Empire, ces loups prennent le pouvoir dans le troupeau de moutons. Hein, bien sûr, hein, c'est assez logique. Donc, tôt ou tard, les barbares en charge de la violence dans l'Empire, ils prendront le pouvoir parce qu'ils ont le monopole de la force. Donc, l'Empire est cet étrange paradoxe qui exclut a priori et fondamentalement les barbares, hein. La distinction des êtres humains, c'est la distinction entre les véritables hommes ou la véritable humanité qui est celle de l'Empire parce qu'elle est civilisée, et de la barbarie d'une part qui ne l'est pas civilisée, mais en même temps qu'il exclut les barbares, l'Empire les fait rentrer en son centre, leur confie les fonctions les plus importantes, c'est-à-dire les fonctions de violence, les fonctions de défense, et bien sûr, au-delà des fonctions de défense, les fonctions de souveraineté. C'est-à-dire que l'Empire est constamment à la fois menacé par les barbares et en besoin des barbares pour assumer les fonctions de violence qu'il ne peut pas assumer puisqu'il a désarmé ses sujets. Songez à l'Empire romain des 2 ou 3 derniers siècles, hein, à partir du IIIe siècle, la fin du IIIe siècle plutôt, 3e, 4e, 5e siècle, 6e siècle même, dans la mesure où il existe encore un empire romain, byzantin, hein, le voilà, eh bien, les barbares sont dans les deux rôles. Ils défendent l'empire et ils l'attaquent en même temps. Ce ne sont pas les mêmes barbares, bien sûr, hein, mais l'empire est totalement dépendant, au total, pour ses fonctions de violence des barbares. Voilà. Alors, voilà, une fois qu'on a dit que... Ah oui, la troisième caractéristique, c'est donc que les barbares sont en charge de la violence, hein, dans l'Empire. Excusez-moi, je ne suis pas sûr de vous avoir dit qu'il y avait... La troisième caractéristique, c'est que les barbares sont en charge de la violence dans l'Empire. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini ainsi les empires, est-ce que les empires islamiques et carolingiens, entre eux, en gros, 750 et l'an 1000, correspondent à ces définitions, hein, voilà. Alors, quant au nombre des sujets, d'abord, la première... Hein, des traits caractéristiques. Quant au nombre des sujets, oui, indiscutablement pour l'Empire islamique. Hein, l'Empire islamique compte à peu près 35 à 40 millions de sujets vers l'an 800, c'est-à-dire un bon 6e de la population mondiale, et qui inclut les plus anciennes terres de civilisation du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, je n'ai pas besoin de vous les indiquer, hein. L'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, on va juste voir si ça marche, voilà, la Mésopotamie ici, l'Irak d'aujourd'hui, l'Iran. C'est moins évident pour l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, ça représente environ 15 à 20 millions d'habitants, semble-t-il. Vers l'an 800, il y a d'infinies querelles sur la population de ces régions où il n'existe pas, je n'ai pas besoin de vous le dire, de statistiques. 15 à 20 millions d'habitants, parce qu'il n'a hérité que de la moitié de l'Empire romain, à peu près, l'Empire carolingien. Il s'étend sur le nord de l'Espagne, hein, ici, la Catalogne. Hein, bon, ici, je ne vais pas râler contre la carte parce que c'est moi qui ai donné les conseils historiques pour la réaliser. Donc, mais c'est la situation en 750. En 800, la Catalogne est reconquise par les Francs. Vous en entendrez certainement parler cet après-midi. L'Italie,
presque entièrement, là aussi je râle contre moi-même, c'est en 700, c'est plus l'Empire byzantin en 750, qui contrôle Rome et la ville de Rome. La Gaule, qui constitue le centre historique de l'Empire franc des Carolingiens, et puis au-delà du Rhin, entre le Rhin et l'Elbe, une large part de ce qu'on appelle alors la Saxe, et qui fait effectivement partie de l'Empire carolingien, lequel s'étend d'ailleurs aussi dans la vallée du Danube jusqu'à la Hongrie actuelle. Bon. Voilà, mais 15 à 20 millions d'habitants, parce qu'il n'a hérité que de la moitié de la façade nord de l'Empire romain. L'autre moitié, c'est l'Empire byzantin, qui est ici marqué, vous le voyez en ocre, c'est l'Empire byzantin. Alors si vous faites le total des deux, puisque les deux sont les héritiers de l'Empire romain, si vous faites le total des deux, ensemble ces deux entités, l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, totalisent 25 à 30 millions d'âmes, c'est-à-dire 12 à 14% d'une population mondiale qu'on estime, on est au point bas, en 750, qu'on estime aux alentours de 200-220 millions d'habitants. C'est ça la population mondiale, moins que aux alentours de l'ère chrétienne, car elle a été accablée, cette population mondiale, par les premières grandes pandémies, c'est-à-dire les premières grandes épidémies mondiales, que la continuité de la population humaine, l'augmentation de la population humaine pendant le premier millénaire avant notre ère, a permis, puisque précisément les grandes épidémies ont pu se développer. La variole, semble-t-il d'abord, au 1er et 2e siècle, non seulement elle se développe, mais elle reste. Je veux dire, la variole devient une maladie chronique, enfin une maladie endémique dans l'Ancien Monde. Et puis la peste. La première apparition de la peste, c'est sous l'empereur Justinien, à partir du 6e siècle, et elle disparaît, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être justement parce que l'étendue des pertes humaines fait que des espaces de confinement se reconstituent, en quelque sorte. Une sorte de lazaret naturel se reconstitue. Il y a des espaces où il n'y a plus personne et où, par conséquent, la peste ne peut plus progresser. En tout cas, elle disparaît du monde méditerranéen peu à peu, à la fin du 8e siècle, entre 750 et l'an 800, justement, à peu près à notre époque. Et elle va revenir, bien sûr, au 14e siècle, comme vous le savez. Bon, voilà. Il y a donc, vers l'an 800, deux empires limitrophes, ce qui est une rareté dans l'histoire des empires. En général, l'empire n'a que, c'est-à-dire un ancien empire romain qui serait l'empire carolingien et l'empire byzantin, et l'empire islamique. Il y a deux empires, ce qui est une rareté parce qu'en général, il n'y a qu'un seul empire qui n'a autour de lui que des barbares. C'est le cas de l'empire chinois, qui n'a jamais vécu dans son existence de 2000 ans. C'est non pas le plus vieux, mais c'est le plus long des empires du monde, qui n'a jamais vécu que environné de barbares. Il n'a jamais connu que des barbares. Quelquefois des barbares sympathiques qui empruntaient sa civilisation, souvent des barbares antipathiques, mais de toute façon des barbares. Bien. Donc là, c'est pas le cas. Et c'est une grande... un point sur lequel on n'insiste pas, c'est pour ça que je me permets de faire ce tout petit paragraphe là-dessus. C'est une des grandes différences de l'histoire de la partie occidentale du monde, c'est-à-dire l'islam et l'Occident, et de la partie orientale du monde, c'est-à-dire l'Asie à proprement parler, en particulier la Chine. C'est que nous avons toujours vécu en effet les uns sur les autres, je veux dire avec l'islam. Pourquoi y a-t-il deux empires limitrophes, ce qui est extrêmement rare. Alors d'abord, disons que bien entendu, pour les gens du temps, il n'y a pas deux empires limitrophes. Il y a nous qui sommes l'empire et les autres sont les barbares. Ça va de soi. Pour les musulmans, les francs et les byzantins sont des barbares parce qu'ils ne sont pas musulmans, bien sûr. Et pour les francs ou les byzantins, les sarrasins, comme on les appelait alors, sont des barbares puisqu'ils ne sont pas chrétiens. Et vous voyez que la définition de l'empire, à l'époque dont je parle, bon, mais on va y passer très rapidement, c'est évident, il y aura peut-être des questions là-dessus, est religieuse. C'est la religion qui fait l'identité de l'empire. Et quand vous parlez de l'islam, il ne faut jamais oublier que derrière la religion, il y a l'empire. C'est-à-dire que l'attachement religieux, jusqu'à aujourd'hui probablement, car l'islam a été un empire extrêmement persistant, jusqu'à aujourd'hui probablement, porte le sentiment de souveraineté, c'est-à-dire le sentiment impérial.
Voilà, donc, pour nous qui les voyons à distance, il y a une difficulté. C'est en fait que ces deux empires limitrophes, hein, l'islamique et le chrétien, si on confond justement carolingien et byzantin, viennent de deux généalogies différentes, de deux couches impériales et de deux souches impériales de la partie occidentale du monde. J'entends par partie occidentale du monde, encore une fois, ce que représenterait aujourd'hui l'islam et l'Occident mis à côté. Mis ensemble plutôt, c'est-à-dire que l'Empire islamique descend, parce qu'il en a à peu près exactement, c'est peut-être surtout pour ça que j'ai apporté ces cartes, il descend parce qu'il en a à peu près exactement la géographie, exactement, de l'Empire achéménide, perse, et de l'Empire d'Alexandre le Grand. Hein, évidemment, puisque Alexandre le Grand n'a fait que conquérir l'Empire achéménide. Comme dit le grand spécialiste, il n'y a que des grands décidément dans mon discours aujourd'hui, le grand spécialiste effectivement de l'islam, Hodgson, qui a publié une grande histoire de l'islam vers 1975, mais qui reste encore aujourd'hui très, très intéressante à lire, c'est Between Nile, c'est-à-dire l'Égypte, and Oxus. Oxus, c'est la Moudaria, hein, c'est l'Asie centrale ici. Hein. C'est là. Hein, c'est le cœur de cet empire islamique. Vous voyez qu'il est très très déporté par rapport à ce que nous appelons, à ce que nous avons en tête souvent quand nous parlons d'islam. Hein. Quand nous parlons d'islam, nous, en particulier en France, c'est souvent du Maghreb que nous parlons. Hein. Et l'Égypte, c'est vraiment déjà l'Orient, alors que en fait, nous dit Hodgson, et il a tout à fait raison, hein, l'Égypte, c'est l'extrême ouest quasiment hein, de l'empire islamique. Hein. C'est l'extrême ouest. Le centre de l'empire islamique, c'est ça. Hein. Et puis, naturellement, là, surtout dans les premiers siècles, hein, le croissant fertile, hein, Syrie, Irak, Liban d'aujourd'hui, parce que c'est là que massivement les Arabes sortis d'Arabie se sont installés, hein, tout simplement, pour bénéficier du travail des sédentaires, c'est-à-dire des populations soumises. Bon, voilà, tandis qu'au contraire, les empires byzantins et carolingiens, hein, ces empires byzantins et carolingiens, comme vous le savez, hein, sont les héritiers de Rome, c'est-à-dire d'un empire fondamentalement méditerranéen. C'est ça, hein, l'empire romain. Hein, et c'est ça l'horizon carolingien. Et c'est ça l'horizon byzantin. Et ce sera l'horizon des croisades. Les croisades, dans la mesure où c'est un clerc à Rome qui les convoque, hein, c'est le pape qui les convoque, les croisades se pensent en latin et se pensent dans les territoires de l'ancien Empire romain. On va récupérer, puisque désormais on en a les moyens militaires, on va récupérer ce qu'ils nous ont volé, c'est-à-dire le monde méditerranéen, tout simplement. C'est Rome, hein, donc c'est à nous. Hein, c'est ça les croisades d'abord, hein, c'est ça la croisade d'Urbain II. Hein. C'est à nous, il parle de la Tunisie actuelle, qu'il appelle l'Afrique toujours, hein, comme on l'appelait à Rome. Il parle de la reconquête de Tarragone, parce que la reconquête a commencé en Espagne. Il parle donc de l'Empire romain. Il pense dans les termes de l'Empire romain. Et bien entendu, les gens dont nous allons parler ici, les Carolingiens comme les Byzantins dont nous ne parlerons pas, mais les Carolingiens pensent dans les termes de l'Empire romain. Ça va de soi, hein. Et dans la géographie de l'Empire romain, même si je n'ai pas besoin de vous dire que pour eux, la Syrie ou l'Égypte, c'est quelque chose d'assez lointain. Bon. Mais, une fois qu'on a fait le tour de la géographie de ces empires et de leur population, ces deux empires présentent-ils la deuxième et la troisième condition, c'est-à-dire des masses de population productives, gouvernées par des barbares, en fait. Hein, voilà, c'est ça la définition de l'Empire. Ce rapport si particulier entre des sujets désarmés, sédentarisés, pour parler comme Ibn Khaldoun, et des barbares qui sont en charge de la violence et de l'État. Oui, sans aucun doute, pour l'Empire islamique, bien sûr. Hein, je reviens à l'Empire islamique de la conquête, dès la conquête. Les Arabes fondateurs de l'Empire islamique, au 7e siècle, hein, c'est au 7e siècle que les conquêtes arabes ont eu lieu, ne représentent vers l'an 750, où nous nous plaçons, que sans doute moins de 5% de la population de leur empire. 5% à peu près, hein, de la population de l'Empire islamique. Hein. Et ce sont les mêmes proportions dans le cas des invasions barbares
qui ont submergé l'ouest de l'Empire romain, l'Europe occidentale et le Maghreb au 5e, 6e siècle. On a pu calculer que l'ensemble des peuples germaniques envahisseurs, les Vandales, les Gauls, les Suèves, les Burgondes, les Francs, j'en passe, et des meilleurs, ne représentaient pas, pris tous ensemble, plus d'1 million d'âmes, pour une population, alors là il s'agit de celle de l'Europe occidentale, de l'Italie, de l'Espagne, de la Gaule et du Maghreb, Tunisie comprise, ne représentaient pas plus d'1 million d'âmes, et ils se sont imposés à une population d'une 20aine de millions. Donc vous voyez la même proportion, 5%. Une 20aine de millions de sujets romains. Et mieux même, là j'en reste à l'Empire carolingien, quand ces vagues d'envahisseurs se stabilisent, quand ils s'installent, quand ils adoptent les manières de vivre des vaincus, ça c'est une des grandes caractéristiques, on y reviendra pour l'Empire islamique puisque ce n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'ils adoptent les deux signes par excellence des vaincus romains, la langue latine et la religion chrétienne. Bon, à partir du moment où vous avez adopté ces deux choses-là, vous êtes dans l'Empire. Quand cela se passe, ce sont les plus marginaux d'entre eux, les plus sauvages, entre guillemets, d'entre eux, les moins chrétiens d'entre eux, les plus proches de la Germanie primitive d'entre eux, c'est-à-dire les Francs, qui vont s'imposer. Ce sont les marges qui vont s'imposer. Au 5e, qui l'emporte à la fin du 5e et au 6e siècle. Avec Clovis et ce qu'on appelle les Carolingiens, les Francs, constituent alors, non pas seulement en Gaule, mais en Gaule, en Italie, la puissance la plus importante du monde des barbares. Et quant à leur tour, les descendants de Clovis, ce qu'on appelle les Mérovingiens, vous savez, les descendants de Clovis se sédentarisent, pour parler comme Ibn Khaldoun, c'est-à-dire lorsque à leur tour, ils cessent leurs conquêtes ou leurs opérations militaires et qu'ils se concentrent sur non pas sur la levée de l'impôt, parce que l'impôt disparaît de plus en plus, mais ils se concentrent sur des territoires précis, la relève des Mérovingiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Carolingiens, justement, vient d'Austrasie, c'est-à-dire des régions marginales de la Gaule. L'Austrasie, c'est ça. En gros, c'est la Wallonie, belge d'aujourd'hui et la vallée du Rhin, Aix-la-Chapelle. Voilà, le cœur de l'Austrasie, c'est Aix-la-Chapelle, puisque Charlemagne a choisi de créer Aix-la-Chapelle au cœur du vieux domaine familial de l'Austrasie. Et c'est donc des marges de la Gaule, donc des plus sauvages, si vous voulez, les Austrasiens, que vient la nouvelle souveraineté de l'Europe occidentale. Et c'est avec le coup d'État, oui, en somme, le coup d'éclat en tout cas, de la bataille de Poitiers en 732 que commence la reconquête carolingienne d'une partie au moins du monde méditerranéen, c'est-à-dire de l'ancien Empire romain, c'est-à-dire d'abord la Gaule méridionale, il venait de haut, si j'ose dire, de très au nord. La reconquête donc d'abord de la Gaule méridionale, puis de l'Italie, dans sa quasi-totalité, sauf l'extrême sud, et de la marche d'Espagne, de notre Catalogne, puisque c'est là, en 800, avec la reconquête carolingienne, que la Catalogne, la région qu'on appelle aujourd'hui la Catalogne, emprunte pour la première fois des voies historiques différentes de celles du reste de la péninsule ibérique, la Catalogne, et la Catalogne parce qu'elle a été conquise par les Francs. C'est-à-dire qu'elle a été annexée à l'Empire carolingien. D'où d'ailleurs encore aujourd'hui le fait que les Catalans nous engueulent. Enfin, moi, j'ai quelques copains catalans et je reçois des mails un peu furibonds du genre « Mais vous ne nous soutenez pas, pourtant nous sommes quasiment les Français. » C'est ça, c'est étrange. Bon, voilà. Et en outre, à Poitiers, les Francs austrasiens repoussent une autre périphérie, c'est ça qui est intéressant, en charge de la poursuite des conquêtes islamiques vers l'ouest. Et cette périphérie, ce sont les Berbères.
qui ont pour l'essentiel conquis l'Espagne et qui poursuivaient ces conquêtes vers le nord, vers le monde franc. Alors, du côté islamique, est-ce que vous avez les mêmes caractéristiques? Les séquences sont plus courtes, elles sont plus accusées parce que les caractères impériaux sont plus accusés, en particulier le nombre et la richesse de la masse sédentaire, de la masse productive, de la masse soumise. Les conquêtes arabes, d'abord, sont fulgurantes parce qu'elles agressent des territoires qui sont profondément pacifiés, profondément soumis. Il n'y a aucun mystère ni aucun miracle dans les conquêtes arabes. Les conquêtes arabes sont faciles parce que les gens, que les Arabes, les provinces que les Arabes attaquent ne se défendent pas. Et elles ne se défendent pas parce qu'elles sont soumises, selon le paradigme impérial, depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, les Égyptiens ne sont chargés que de payer l'impôt à des pouvoirs étrangers, c'est-à-dire grecs d'abord, puis romains, puis byzantins, mais romains. Je veux dire, c'est la même chose. C'est la continuité. Ça fait 1000 ans et plus. L'Égypte a été conquise par les Achéménides au VIe siècle, et avant Jésus-Christ, et les Arabes l'ont conquise au 7e siècle, après Jésus-Christ. Vous calculez, ça fait 1200 ans. Donc les Égyptiens, depuis 1200 ans, étaient désarmés selon la caractéristique des populations sédentaires soumises à un empire. De la même façon en Syrie, de la même façon en Mésopotamie. Mais ces conquêtes sont brèves, les conquêtes arabes, j'entends, parce que la richesse des territoires conquis, la force du paradigme, du modèle de l'État sont tellement forts que les Arabes prennent rapidement la suite, c'est-à-dire pour parler comme Ibn Khaldoun, ils se sédentarisent rapidement, c'est-à-dire qu'ils adoptent rapidement le modèle de l'État, et donc un modèle profondément pacifique. Et donc les conquêtes arabes s'arrêtent très vite, tout simplement parce que on adopte le modèle de l'État, et tout simplement, très très concrètement, vous aviez dans la population, dans la péninsule arabique peut-être un demi-million d'habitants au moment des conquêtes. Ils conquièrent, avec les territoires que je vous ai dit, Égypte, Syrie, Mésopotamie, puis Iran et Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle, ils conquièrent une bonne 25 millions d'habitants dans les 30 ans, 40 ans qui suivent le début des conquêtes. Donc en 30 ans, 40 ans, ils conquièrent 50 fois la population qu'ils représentent eux-mêmes. Donc 50 personnes qui sont chargées de travailler pour eux. Bon, soyons concrets. Et donc, pourquoi voulez-vous aller plus loin? Il y a plus de richesse qu'un Arabe sorti du désert ne pouvait simplement en imaginer dans ces territoires, qui ne pouvait en rêver. Et donc, tout naturellement, il se plie au modèle de l'État, qui est, je vous le rappelle, que l'État lève tous les ans pour lui, bédouin conquérant, et puis pour ses descendants, lève tous les ans pour lui un impôt sur les soumis et les vaincus. Donc, pourquoi voulez-vous aller, encore une fois, plus loin sur des territoires plus pauvres, ceux du reste du Maghreb, l'Algérie et le Maroc actuels, qui sont plus pauvres que la Tunisie à cette époque, ou au-delà de l'Iran, vers ces solitudes d'Asie centrale, ici, où vous rencontrez des gens extrêmement dangereux qui s'appellent des Turcs. Ils sont très méchants, finalement, qui ne se laissent pas conquérir facilement, et surtout, ils sont pauvres comme Job. Alors, donc, ça n'a aucun intérêt. Donc les conquêtes arabes s'arrêtent très vite. Ils se sédentarisent très vite. Et ils passent en 2 générations pratiquement de la tribu à l'État et à ses bénéfices. D'où les difficultés que l'Empire éprouve dans la mesure où il veut, pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, peu importe, poursuivre ses conquêtes dès les années 680 face aux Berbères à l'ouest, dans l'Algérie et dans le Maroc actuel, et face donc à ces populations mal connues, très intéressantes, mais mal connues. Alors, il y a des Turcs, mais il y a aussi des populations qu'on appelle les Sogdiens, enfin peu importe, en Asie centrale. Et plus nettement que les Francs, les califes, donc les chefs de l'Empire, enfin les empereurs qu'on appelle les califes, les empereurs de l'Empire islamique, se résignent après les années 690-700 à peu près, à partager le bénéfice des conquêtes avec ces peuples rebelles, à les intégrer dans le processus de conquête, à leur faire partager le bénéfice des conquêtes, à les enrôler dans le mouvement
de conquête. Et ainsi, l'Espagne est conquise grâce essentiellement à des troupes berbères, semble-t-il, après 711. Et c'est cette vague de conquête qui atteint Narbonne en 721. C'est la carte que vous avez là. Hein. C'est encore une fois Narbonne 721. Et qui atteint Poitiers, qui est brisé à Poitiers en 732. De la même façon, même si les sources sont obscures, c'est la périphérie de l'Empire perse, ralliée au nouveau pouvoir islamique, qui fait la conquête de l'Asie centrale, assez tardivement, entre 700 et 715, relativement tardivement pour les conquêtes islamiques, et puis qui remporte en 751, tout à fait ici au nord, déjà dans le Xinjiang actuel chinois, la victoire de Talas sur les armées de l'Empire chinois, des Tang, hein, donc 751 Talas. Mais qui n'en tire pas de bénéfices très considérables. Enfin, la vague s'arrête, hein, malgré la victoire de Talas. Donc la vague se serait peut-être arrêtée malgré la victoire de Poitiers, mais on ne le saura. Même si Poitiers avait été une victoire pour les musulmans, mais on ne le saura jamais, évidemment. Beaucoup plus nettement que dans le cas des Francs, l'arrêt assez brutal des conquêtes islamiques, ça c'est intéressant, entre 720 et 730, oui à peu près 720, 730, 732 à Poitiers. Cet arrêt des conquêtes ramène la vague qui se heurte à des obstacles vers le centre. C'est un peu comme une onde portée par un milieu hydraulique ou bien portée par une onde sonore, hein, qui se heurte à un obstacle et qui revient, hein, vers le centre, c'est-à-dire que l'Empire commence à connaître des difficultés immédiatement dès que les conquêtes s'arrêtent. Immédiatement. Hein, 7 ans après Poitiers, en 739. Et vous voyez là l'importance réelle, en fait, de la bataille de Poitiers pour l'Empire islamique, en tout cas. Hein. C'est l'échec. Hein. C'est l'échec de la poursuite des conquêtes. En 739, les Berbères du Maghreb se révoltent contre l'Empire. Ils se révoltent contre l'Empire, pourquoi ? Parce qu'on était associés pour la victoire. Si c'est une défaite, qui n'apporte bien entendu aucun bénéfice, hein, les défaites, malheureusement, n'apportent généralement aucun bénéfice. Si c'est une défaite, on n'est plus associés, hein, tout simplement. Hein. On est associés si c'est la victoire qui en est la conséquence. Hein. Si ce n'est pas la victoire qui en est la conséquence, l'association se rompt immédiatement. Hein, tout bêtement. Donc les Berbères du Maghreb se révoltent contre l'Empire, contre l'impôt que l'Empire prétend leur imposer. Pas question. On veut bien imposer les gens qu'on va conquérir, mais à nous, vous n'imposez pas la taxation. Hein, il n'en est pas question. Et donc, révolte contre l'impôt, ils expulsent les Arabes, les Berbères j'entends, de l'Algérie et du Maroc actuel, et l'Empire ne conservera donc, en Afrique du Nord, au Maghreb, ne conservera donc que la Tunisie, hein, ce qu'on appelle les Fréquias, c'est-à-dire un peu plus que la Tunisie. La Tunisie est, pour ceux qui pensent dans les vieux termes, parmi vous, j'en m'étonnerais, vous êtes tous trop jeunes, l'ancienne province de Constantine, hein, de l'Algérie, hein, l'est de l'Algérie. Voilà, puisque la péninsule ibérique, à son tour, échappe à l'Empire après 750. Alors, révolte à l'ouest, révolte à l'est aussi, hein, en l'occurrence au nord-est de l'Iran, c'est le Khorasan, c'est la révolte du Khorasan ici. Le Khorasan, aujourd'hui, c'est le nord-est de l'Iran, hein, la province de Meshed, Touch autrefois, Mashhad aujourd'hui, qui veut dire le tombeau, comme vous savez, parce que la ville est fondée autour du tombeau de l'imam Ali Reza. Qui est mort au IXe siècle, ça ne nous intéresse pas, mais autrefois, c'est-à-dire aux périodes dont je parle, le Khorasan s'étendait un peu plus à l'est, vers la Turkménie d'aujourd'hui et vers l'Afghanistan d'aujourd'hui, c'est à peu près ça, hein, le Khorasan, et c'est de là que les Arabes avaient tiré, l'Empire avait tiré les ressources nécessaires pour conquérir l'Asie centrale. Cette province-là, décisive, se révolte aussi. Mais cette révolte ne vise pas à expulser l'Empire, comme la révolte du Maghreb, à expulser les Arabes, mais à prendre le pouvoir dans l'Empire. C'est la différence entre l'Est et l'Ouest. À prendre le pouvoir dans l'Empire et à s'imposer aux Arabes. Les Khorasaniens, qui sont victorieux, en effet, installent au pouvoir dans l'Empire la dynastie des Abbassides, après 750,
une dynastie des Abbassides qui s'appuiera toujours assez systématiquement sur l'Iran, enfin sur les provinces orientales de l'Empire. Alors qu'au contraire, l'Espagne et le Maghreb sont abandonnés à des dissidents, à des pouvoirs dissidents, musulmans mais dissidents, les plus brillants, le plus brillant peut-être de ces pouvoirs dissidents étant, parce que vous en avez, je pense, tous entendu parler, le pouvoir des Omeyyades d'Espagne, ici. Hein, le pouvoir des Omeyyades de Cordoue, mais ce sont des dissidents. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Empire abbasside? Avec les Abbassides entre l'an 750 et l'an 1000 à peu près, d'abord, les conquêtes sont terminées. Hein, la stabilisation de l'Empire est totale. Hein, il n'y a plus de conquêtes après 750. L'Empire est sédentarisé. La hiérarchie civile de l'Empire est fondamentalement persane. Les empereurs, si j'ose dire, les califes abbassides, sont des parents du prophète, hein, bien sûr. Donc, ils sont arabes. Mais leurs serviteurs civils sont fondamentalement des Persans. Et leurs forces militaires, mercenaires, sont turques, hein, déjà, recrutés dans l'Asie centrale. Attention, pas en Turquie, hein, vous voyez ici le territoire de la Turquie, il fait partie de l'Empire byzantin. Il n'y a pas de Turcs en Turquie à l'époque dont je parle. Hein. Il n'y a de Turcs en Turquie qu'à partir du XIe siècle, de la fin du XIe siècle. Donc les Turcs, les populations turques sont ici, hein, en Asie centrale, ou ici, hein, dans le Kazakhstan actuel. Hein. On a étendu peut-être la carte un peu au nord, mais enfin bon, peu importe. Et puis plus à l'est, hein, bien sûr, hein, puisqu'ils ont déjà, eux, servi l'Empire chinois. Hein, en particulier les Xiongnu ont déjà servi l'Empire chinois au 1er siècle avant, jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, des vizirs persans, des soldats turcs, l'époque atteint l'apogée de ces activités productives, hein, y compris de ces activités intellectuelles, qui sont des formes d'activités productives, sous la garde d'une armée barbare turque, hein, comme le veut la théorie d'Ibn Khaldoun. Bagdad, fondée en 762, atteint à peu près la taille de Rome, quand elle était la capitale de l'Empire romain, c'est-à-dire 600-700 000 habitants. Aujourd'hui, on a tendance à pousser un peu plus loin, chaque spécialiste poussant. Oui, mais Bagdad, ça fait sûrement 100 000 de plus. Mais non, Rome, ça faisait nettement. C'est comme une enchère, vous voyez. Alors, donc, on arrive à 1 million, 1,5 million, je n'y crois guère. Hein. 600-700 000 habitants, je vous rappelle que c'est la population de Paris en 1789. Et il n'est pas sûr du tout que Bagdad ait atteint la population de Paris en 1789. Enfin, les villes dont on est assuré qu'elles ont dépassé le million, c'est Londres et Paris, n'ont dépassé le million qu'au XIXe siècle. Hein, pas avant. Hein, donc, je reste assez sceptique, hein, sur le million d'habitants à Rome ou à Bagdad. Ce n'est pas complètement impossible. Hein, mais bon. Mais Bagdad est une ville très brève, enfin, est une ville dont la fortune est très brève, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à peu près entre 830 et 940, hein, à peu près un siècle, où la ville est à son apogée, aux alentours de 6 ou 700 000 habitants. La science grecque, comme vous le savez peut-être, est traduite en arabe. La langue arabe s'impose comme le grec et comme le latin, comme une langue carrefour, hein, comme une langue impériale à proprement parler. Et vers l'an 1000, les musulmans, c'est un des signes de la sédentarisation, les musulmans sont devenus sans doute une majorité, une courte majorité, hein, mais une majorité de la population de l'Empire. Hein, vers l'an 1000, surtout en Iran et en Asie centrale, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas dans le monde arabe que cette majorité est la plus éclatante, tout simplement parce que dans le monde arabe, en particulier en Syrie, en Égypte, la majorité chrétienne résiste. Elle est, entre guillemets, protégée par le statut de la Déma. Elle a le droit de pratiquer une religion qui est indiscutablement une religion du livre, tandis qu'au contraire, les Iraniens, qui sont soit zoroastriens, soit manichéens, sont soit à peine tolérés, soit franchement persécutés quand il s'agit du manichéisme, hein, qui est ce que l'islam de ce temps appelle la zendaqa, c'est-à-dire l'hérésie par excellence, hein, le manichéisme. Donc face à cette brillante sédentarisation du centre de l'Empire, ce sont les marges, bien sûr, qui assument les fonctions de violence, comme il se doit, mais avec une différence toujours marquée entre l'Est et l'Ouest de l'Empire. Les marges de l'Est, qui sont essentiellement turques, donc, hein, c'est de là que viennent les soldats de l'Empire abbasside, j'entends encore une fois, c'est ça, hein, le Turkestan. C'est ce qu'on appelle le Turkestan
Les Ouïghours ont repris le nom de Turkestan chinois, les djihadistes ouïghours ont repris le nom de Turkestan chinois aujourd'hui pour s'opposer évidemment au nom de Xinjiang, qui veut dire en chinois tout simplement Xinjiang, les nouveaux territoires. Il n'est pas question évidemment de nouveaux territoires de l'Empire chinois pour les nationalistes ouïghours et surtout pour les djihadistes ouïghours. Donc ils ont repris le vieux nom de Turkestan pour désigner la région, mais le nom de Turkestan s'étendait aussi à l'ensemble des territoires turcs de l'ancienne Union soviétique, ce qui constitue aujourd'hui le Kazakhstan, la Kirghizie, la Turkménie et dans une certaine mesure l'Ouzbékistan. Là c'est un peu plus compliqué. Le nord de l'Ouzbékistan, ce qu'on appelle le Kharazm. Donc voilà, les musulmans sont devenus une majorité de la population de l'Empire. Face à cette brillante sédentarisation, donc les marges assument la violence. Marge de l'Est, turque, violente en effet, c'est leur métier d'être violent. Redoutée, bien sûr, dévastatrice le cas échéant, mais ces marges violentes turques se mettent en général au service du projet impérial. Du maintien, de la défense de l'Empire. C'est le cas des mercenaires, ou plutôt des esclaves soldats, c'est une étrange institution, les esclaves soldats, ce qu'on appelle en arabe des mablouks. Mot à mot, c'est un des nombreux noms en arabe qui veut dire esclave, des mamelouks turcs que les califes abbassides achètent en Asie centrale à partir des années 820-830. Donc ce sont des enfants qu'on fait venir, qu'on achète en général tôt, entre 8 et 12 ans, qu'on fait venir, alors à l'époque abbasside, on les fait même venir avec des filles. On élève, exactement comme vous élèveriez des chiens policiers. Donc, vous voyez que la métaphore du loup devenu chien de garde du troupeau n'est pas si idiote que ça. On les élève. Et pour que leur supposé atavisme guerrier ne se perde pas, on ne veut pas les marier à des filles du coin, qui sont des sédentaires, donc issues de populations qui n'ont aucune fibre militaire ou guerrière. Donc on fait venir des filles aussi pour les marier avec ces jeunes garçons turcs, de telle sorte qu'ils en sortent des Turcs, donc des garçons, des garçons bien sûr, c'est ça qui intéresse surtout, des garçons d'un pédigré incontestable. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des mamelouks, et l'institution des mamelouks durera jusqu'aux janissaires ottomans. Les janissaires ottomans, au départ, disons jusqu'au XVIe siècle, sont des mamelouks, de la même façon. Donc 17e, 18e, c'est un peu moins vrai. C'est le cas aussi, après l'an 1000, des Turcs seldjoukides. On ne va pas y insister parce que ça dépasse notre période, mais vous les retrouverez au moment des croisades la prochaine fois. Les Turcs seldjoukides qui vont appuyer, après l'an 1000, le combat du sunnisme contre le chiisme, et qui installent pour la première fois, d'ailleurs, après leur victoire de Manzikert en 1071, qui installent pour la première fois, victoire sur les Byzantins, qui installent pour la première fois des Turcs dans l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Pour la première fois, il y a des Turcs en Turquie. Voilà. Donc à partir de la fin du XIe siècle. C'est une vague turque qui arrive seulement à la fin du XIe siècle. Voilà. Au contraire, l'autre périphérie barbare, l'autre marge barbare, c'est ça. C'est le Maghreb. Au contraire, les barbares de l'Ouest, c'est-à-dire les Berbères pour l'essentiel, jouent contre, on peut dire, l'Empire. Voilà. Ils appuient d'abord la fondation d'un califat chiite dissident ici, dans la Tunisie actuelle, le califat des Fatimides. Puis ils font avec ces Fatimides la conquête de l'Égypte en 969. Vous voyez, l'ouest du monde musulman va jusqu'à l'Égypte. Ils font donc la conquête de l'Égypte en 969 pour le compte de ces Fatimides. D'autres tribus berbères recrutées plus à l'ouest, donc sur le territoire actuel du Maroc, ces berbères fatimides, si j'ose dire, sont recrutés dans l'actuelle Kabylie, c'est-à-dire dans l'est de l'Algérie, centre-nord de l'Algérie. D'autres berbères recrutés plus à l'ouest, c'est-à-dire dans l'actuel Maroc, alimentent les grandes campagnes du califat omeyyade de Cordoue contre l'Espagne chrétienne, sous la régence du fameux Al-Mansour,
hein, entre 978 et 1002. Hein, vous avez sans doute entendu parler de cet Al-Mansour qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui conquiert Saint-Jacques-de-Compostelle en 997 et qui ruine la ville. Il se retire ensuite, bien sûr, hein, mais il ruine la ville. D'une manière générale, et comme le dit Ibn Khaldoun, c'est là-dessus que je voulais insister, ce n'est pas l'Empire qui est dangereux pour ses voisins, mais ses périphéries belliqueuses, et d'ailleurs largement incontrôlées. Lorsque, alors je prends des exemples qui sont d'une époque très très postérieure, mais la situation n'est pas très différente. Hein. Lorsque la France plus que l'Espagne de toute façon, parce qu'elle a de meilleures relations avec le centre de l'Empire ottoman, se plaint au XVIIe siècle des barbaresques d'Alger, on lui répond à Constantinople, oui, on va s'en occuper, mais en fait, on est complètement incapable de s'en occuper, étant donné que l'Empire ottoman ne contrôle que très peu Alger. Hein, un petit peu quand même, mais très peu. Et de moins en moins à partir de la fin du XVIIe siècle, ce sont ce qu'on appelle les raïs, c'est-à-dire les capitaines de bateaux, hein, justement, donc les barbaresques, donc les corsaires, qui gouvernent la ville. Et par conséquent, la course, la piraterie leur gagne-pain. Et il n'est pas question, évidemment, pour eux de céder leur gagne-pain à l'empereur si révéré que soit la personne de l'empereur ottoman, du sultan, du padishah ottoman. Voilà. Ainsi, par exemple, la Sicile byzantine est conquise au IXe siècle. C'est une des toutes dernières conquêtes de l'islam. Hein. La Sicile est conquise au IXe siècle par la province abbasside la plus périphérique, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie. Et c'est ainsi que l'Espagne chrétienne est attaquée, comme je vous l'ai dit, par l'aile extrême du monde islamique, c'est-à-dire Al-Andalus et ses mercenaires berbères, hein. Alors qu'au centre, hein, ici, le vrai centre de l'Empire, il ne se passe rien. Je veux dire que, naturellement, le centre est totalement pacifié. Hein, ce sont les marges qui sont agressives. Le centre est totalement pacifié. Ayez affaire à l'Empire. Si jamais vous vous trouvez dans cette situation un jour, hein, d'agression, ayez affaire à l'Empire. Il ne pourra presque rien pour vous, mais il ne pourra rien contre vous non plus. Tandis qu'au contraire, ces marges sont en général assez dangereuses. Voilà. L'Inde, à l'autre bout de l'islam, est attaquée et pénétrée pour la première fois après l'an 1000 par des troupes turques d'Asie centrale qui n'ont naturellement rien à voir avec le centre de l'Empire, c'est-à-dire avec Bagdad. Hein. L'Inde est attaquée par des gens, une dynastie turque, enfin peu importe, la première d'ailleurs des dynasties turques de l'histoire de l'islam véritable, la dynastie des Ghaznévides, qui est installée en Afghanistan, comme son nom l'indique. C'est une dynastie de Ghazna, hein, donc près de Kaboul actuel. Voilà. Et dans le monde carolingien, pour finir, est-ce qu'on observe les mêmes évolutions ? Est-ce que vous observez en particulier le même rapport entre centres infiniment, si j'ose dire, infiniment cultivés, infiniment civilisés, et périphéries belliqueuses et virulentes qu'on voit dans l'Empire islamique à l'époque abbasside? Oui. En partie seulement, en partie parce qu'il manque dans l'Empire carolingien des 9e, 10e siècles, il manque dans cet Empire carolingien le nerf de la pacification, le nerf de la civilisation, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nerf de la sédentarisation du centre des terres impériales en général. Il y manque l'impôt. Il y manque la levée de l'impôt régulière que l'Empire carolingien n'a jamais réellement réussi à imposer. La levée d'un impôt d'État lourd, d'où désarmement, d'où détribalisation, d'où désolidarisation des populations. Tout cela n'existe pas dans l'Empire carolingien, en tout cas pas au même titre que dans l'Empire abbasside, que dans les terres de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Le signe, bien sûr, c'est l'absence d'urbanisation massive. Hein. Il suffit de comparer ce qui ne peut pas d'ailleurs être comparé. C'est-à-dire, il suffit de comparer Bagdad au début du IXe siècle, entre 800 et 850, ou même Cordoue, qui est 2 ou 3 fois plus petite que Bagdad. Cordoue en Espagne, bien sûr, hein, ça va de soi. La capitale omeyyade, qui est 2 ou 3 fois plus petite
que Bagdad, mais qui est forte tout de même de 150 ou 200 000 habitants. Hein. Ça, c'est à peu près établi à la fin du Xe siècle. Et d'autre part, la capitale que Charlemagne se construit après avoir conquis la totalité quasiment de l'Europe occidentale. Il a sous ses ordres une large part, enfin la totalité de la France actuelle, à peu près l'Allemagne de l'Ouest, qui est très très peu peuplée alors, hein. Le nord de l'Espagne, la quasi-totalité de l'Italie, une bonne partie de l'Europe centrale. Et il se construit une capitale à Aix-la-Chapelle, mais Aix-la-Chapelle est un magnifique palais, et après tout, remarquons que ce palais-là, il a survécu, tandis que les palais abbassides, il ne nous en reste plus rien, à Bagdad. Un magnifique palais, mais il n'y a pas de ville autour. Il n'y a pas de concentration de population autour, tout simplement. C'est un palais, hein, quasiment posé sur, je ne dis pas rien, hein, n'exagérons rien, mais posé au centre de l'Austrasie, du domaine familial de l'Austrasie. La faiblesse de l'urbanisation dans l'Europe occidentale de ce temps est le signe de l'absence de l'impôt, tout simplement. Et le signe de l'absence de l'impôt. Et donc de l'absence des moyens d'action de l'État. Hein. Voilà. Mais on retrouve bien, en revanche, certains rythmes historiques, je vais finir là-dessus. Après un temps de conquête carolingienne étendue à toute l'Europe occidentale, donc sous Charles Martel, bon, le vainqueur de Poitiers, Pépin le Bref, son fils, et Charlemagne, son petit-fils. Après donc un temps de conquête entre 730 et l'an 800 à peu près, une phase de stabilisation qui correspond à la vieillesse d'abord de Charlemagne et surtout à la construction d'Aix-la-Chapelle et au sacre impérial de l'an 800. On est arrivé au sommet, hein, de ce que l'Empire pouvait réaliser, de ce que l'Empire pouvait conquérir. Et puis très vite au total, après 840, donc 40 ans seulement après l'apogée, après 840, l'Empire, jusque-là offensif, en voie de constitution ou de reconstitution, passe à la défensive, exactement comme l'Empire abbasside. Hein. De conquérant qu'il était, il devient cible de l'agression, cible de la conquête, de barbares ou de périphérie ou de marge. Il y en a trois, on en distingue trois en général, je n'invente rien hein, ici, je ne fais que reprendre des choses extrêmement connues. D'abord les Normands, hein, qui viennent de l'extrême nord, hein, du Danemark, de la Suède, de la Norvège actuelle. D'abord les Normands, puis les Sarrasins qui viennent, eux, essentiellement de l'Espagne et de la Sicile, pas de plus loin. Hein. Ce sont essentiellement des pirates ou même des petites populations, des petits groupes de populations andalouses ou siciliennes. Et puis, venus de l'Est et de l'Oural en l'occurrence, les Hongrois, les invasions hongroises qui déferlent sur l'Est de l'Empire. Tandis que les Normands se concentrent surtout évidemment sur l'Ouest et les Sarrasins sur le Sud. Et de la même façon que dans l'Empire abbasside, comme les Turcs dans l'Empire abbasside, certaines périphéries assurent la défense de l'Empire carolingien. Alors ces périphéries, ce sont d'abord les Saxons, ici, entre le Rhin et l'Elbe. Hein. Ces Saxons que Charlemagne avait beaucoup de peine à conquérir et qu'il a christianisés de force, seront étrangement, un siècle après sa mort, les défenseurs, d'abord ceux qui reprennent en main l'Empire, hein, c'est une dynastie saxonne qui va reprendre le titre impérial que les Carolingiens avaient laissé tomber en déshérence, et surtout qui reprend la charge de la défense de l'Empire, en particulier contre les Hongrois, que les Saxons réussissent à vaincre. Et c'est une dynastie saxonne qui reprend donc après 962 le titre impérial que les descendants de Charlemagne avaient laissé tomber en déshérence. Ce titre impérial, l'Allemagne, pour parler en termes simples, même s'il n'existe pas au Xe siècle plus d'Allemagne qu'il n'existe véritablement de France, l'Allemagne va le conserver jusqu'en 1806, hein, jusqu'à l'abolition du Saint-Empire romain germanique en 1806, après la défaite autrichienne d'Austerlitz. La deuxième des minorités ou des périphéries ou des barbares qui défendent l'Empire carolingien, ce sont tout simplement les Normands, hein, qui ont été d'abord des agresseurs, puis après
l'installation d'une partie d'entre eux dans cette province qu'on appelle la Normandie, comme vous le savez, qui porte leur nom, entreprendront la reconquête d'une part des terres méditerranéennes à partir du XIe siècle, en particulier de la Sicile, de l'Italie du Sud et de la Sicile, au détriment de l'islam. Ce sont des Normands, les Hautes-Villes, qui reprennent, la famille des Hautes-Villes, qui reprennent la Sicile, qui reprennent au XIe siècle la Sicile, prise par les, entre guillemets, Arabes, les Sarrasins si vous préférez, peu importe en fait des Siciliens ou des Andalous, pour l'essentiel, des Ifriqiens, des Tunisiens si vous préférez, et des Andalous au XIe siècle. Voilà. Donc il est possible, vous voyez, je m'arrêterai là, de tenter la comparaison entre l'Empire carolingien et l'Empire abbasside, mais il faut avouer qu'elle tourne court assez vite parce que, encore une fois, en Orient, le modèle impérial ne disparaîtra jamais, n'a pas disparu. Le modèle impérial romain n'a pas disparu, en fait. C'est-à-dire un impôt d'État lourd, une société relativement urbanisée et des forces militaires qui sont recrutées aux périphéries et fondamentalement étrangères aux populations soumises et productives de l'Empire. Alors qu'en Occident, c'est l'Empire qui se disloque, c'est l'État qui se disloque, si vous préférez, à partir de... dès les invasions barbares. En réalité, l'Empire carolingien, c'est une tentative de recomposition d'un empire qui ressemble au modèle romain, mais qui échoue rapidement. Donc après ce bref épisode de renouveau carolingien, l'autorité se diffuse dès le Xe siècle, dans les châteaux, dans les monastères ruraux. L'Occident du Xe siècle présente ce visage tout à fait étrange, inédit, complètement rare dans les grandes civilisations impériales, parce qu'il descend en tout cas d'une grande civilisation impériale, c'est-à-dire celle de Rome, ce visage inédit d'élite rurale. Donc il constitue des campagnes, chose qui n'existe pas dans le monde musulman. Chose qui n'existe pas dans le monde musulman. Vous essayez de traduire campagne en arabe. Bon, alors aujourd'hui, ça se dit rif. Vous dites rif à un maghrébin, et en particulier s'il est marocain, il voit les sauvages du Nord. C'est rifin, quoi, les rif. C'est les sauvages. Abdeslam Shedadi, qui a traduit très bien Ibn Khaldoun, pardon, Abdeslam Shedadi appelle tout naturellement, parce qu'il est à cheval sur les deux langues et qu'il essaie de traduire une pensée, il traduit Bedawas, c'est-à-dire, parce qu'on traduit d'ordinaire bédouin, par ruraux. Les ruraux, ce sont des bédouins, c'est-à-dire des violents, des belliqueux, des sauvages. Or, c'est pas ça que nous avons en tête, nous, quand nous disons les campagnes. Évidemment, les campagnes, c'est pas des sauvages, c'est des paysans. Bon, ils sont peut-être un peu rudes ou un peu rustres, mais non seulement c'est pas des sauvages, mais c'est des gens qui payent l'impôt. Par définition, c'est eux qui ont payé l'impôt à l'époque moderne, voyez. Donc voilà, lorsque l'État en Occident se reconstituera à partir du XIVe siècle, il devra tenir compte des immenses libertés acquises par ces forces locales pendant tout le haut Moyen-Âge, les monastères, les châteaux. Et une large part de la très originale histoire de l'Occident tient à ces libertés au sens le plus médiéval du terme, c'est-à-dire en particulier l'absence d'impôts. Voilà. Mais c'est une autre histoire. Ça, c'est l'histoire de l'Occident. Alors, j'ai été long, je n'ai pas regardé. Ah oui, j'ai été long. T'es dense aussi, dessus, chez l'écran. Bon, alors, à vous. Oui. Avant les conquêtes arabes, en fait, il y a à la fois l'Empire byzantin et l'Empire sassanide qui s'affrontent continuellement. Et donc, en fait, il y a... Ça va? Non? Non. Je veux dire que les populations sont fatiguées des guerres incessantes qu'il y a entre les deux. On n'entend pas. Donc je répète le début. Avant les conquêtes arabes, il y a l'Empire sassanide, c'est-à-dire l'Empire perse. Comme ça, là je suis de l'Empire perse qui s'étend sur l'Irak actuel, l'Iran et l'Irak actuel, et l'Empire byzantin qui s'étend sur la Syrie, l'Égypte et naturellement ici
la Turquie actuelle. Bon, Voilà. et avant, Ils sont en guerre. Et en voilà. perpétuel, et avant, entre les Romains et les Parthes, c'était des guerres perpétuelles. Est-ce que le fait que les populations soient complètement fatiguées de ces guerres, excusez-moi, j'ai mal manié. Quelle est l'importance de la fatigue des populations sur les conquêtes arabes? C'est-à-dire, est-ce que le fait... Parce qu'en fait, ils n'ont pas de marge, eux. Ils s'affrontent, les deux empires s'affrontent sans marge. Bon, Alors, ouais. voilà. Alors, quelles sont les marges de ces deux empires? Parce qu'en fait, ils se touchent. Voilà. Alors, oui. Passe. Moi, exact. Hein. Donc, vous avez deux empires avant l'empire arabe, avec les deux géographies dont je vous parlais. Une géographie qui est plus héritée de l'empire achéménide et des conquêtes d'Alexandre le Grand, si vous voulez. Et une géographie, évidemment, celle de l'empire byzantin, qui est davantage héritée de l'Empire romain, qui est donc méditerranéenne, avec la Syrie, la Turquie et l'Égypte, qui sont byzantines. Bien sûr, les populations sont fatiguées, mais depuis très longtemps, comme j'ai essayé de vous le dire, en fait, ces populations sont d'abord destinées à payer l'impôt. Elles ne participent à la guerre que par ce biais, c'est-à-dire comme nous. Il y a aujourd'hui une guerre qui se fait en notre nom, une minuscule guerre, bien sûr, au Mali ou à, je ne sais pas, ou en Irak ou en Syrie. Nous avons une partie de notre aviation qui intervient, en tout cas, en Irak et en Syrie. Ce qu'on vous demande, l'effort que vous consentez à ces guerres, c'est l'impôt. C'est tout. Voilà. Alors, c'est très faible pour nous. C'était certainement beaucoup plus fort pour les peuples de ce temps. Pour le fait qu'ils sont contigus, oui, mais ils ont des zones tampons qui sont précisément leurs barbares, grâce auxquels, c'est-à-dire des Arabes, déjà de part et d'autre, grâce auxquels ils s'affrontent, par le biais desquels ils s'affrontent. Alors, en gros, ce sont... On va y arriver à peu près. Ce sont... Oui. C'est l'actuel... du côté byzantin, romain, si vous préférez, c'est l'actuelle Jordanie, Pétra. Pour ceux d'entre vous qui sont allés voir, c'est une dynastie qu'on appelle les Rassanides, qui est alors les Nabatéens qui sont la suite des Nabatéens de Pétra et qui apparaissent à peu près au IVe siècle et qui protègent les abords est de l'empire byzantin ou de l'empire romain, la Syrie, qui protège la Syrie utile. On a appris avec les guerres civiles syriennes ce que c'était que la Syrie utile. Effectivement, elle a toujours existé. La Syrie de ces quatre grandes villes, 5 avec Latakia maintenant, Alep, Hama, Homs et Damas. Donc cette Syrie utile qui est complètement à l'ouest admet un désert, comme vous le savez, à l'est, une steppe, une badia, c'est de là que vient notre mot bédouin. Et cette badia, elle était protégée par cette dynastie arabe et centrée sur la Jordanie actuelle. Et puis de l'autre côté, alors sur l'Euphrate, sur le fleuve le plus à l'ouest, protégeant au contraire l'empire perse, c'est-à-dire l'Irak utile et l'Iran, vous aviez une autre dynastie arabe, elle aussi, l'Ahmide. En fait, les Arabes effectivement étaient déjà là, en gros. C'est ce à quoi les spécialistes des conquêtes arabes aujourd'hui aboutissent volontiers, surtout après les vides laissés par la peste. Des territoires jusque-là agricoles avaient été abandonnés à une vie et à une économie pastorale où les Arabes excellaient, bien sûr, et donc ils avaient assez largement pénétré ces territoires pacifiquement, mais ces populations qui étaient payées par les empires pour les protéger, dès les premières défaites éprouvées face aux musulmans, ont viré de bord. Ils ont retourné leur veste. Ils étaient parents de ceux qu'ils combattaient. Et ils ont accepté le jugement de Dieu que représentaient les premières batailles perdues. Et ils se sont ralliés à la conquête. Alors,
un peu, je ne suis pas contre leur gré, mais sans grand bénéfice. Bon, c'est pas eux qui ont, évidemment, qui ont tiré les premiers bénéfices. On leur a rapidement fait comprendre dans l'Empire islamique qu'ils n'étaient pas au départ dans le bon camp, et que s'ils entendaient tirer des bénéfices, ce ne pouvait être que des bénéfices mineurs. Mais ces Arabes, c'est une autre histoire, reparaissent bien plus tard, lorsque les autres, les conquérants, sortis d'Arabie, se stabilisent, se sédentarisent et perdent de leur vigueur guerrière. Eux qui sont restés en retrait vont de nouveau jouer un rôle à partir du Xe siècle. Voilà. Oui, monsieur. J'ai entendu dire plusieurs fois que la fameuse bataille de Charles Martel à Poitiers était surfaite dans l'histoire pour des raisons idéologiques. Oui, je pense qu'on va vous en parler cet après-midi, donc je n'insiste pas. Elle est, pour moi, pour l'Empire islamique, pour la mécanique de l'Empire islamique qui m'intéresse, enfin je veux dire qui m'intéresse, tout m'intéresse, mais qui est mon domaine plus que la mécanique de l'Empire carolingien, elle est importante pour les raisons que je vous ai dites. C'est-à-dire c'est l'obstacle, tôt ou tard la conquête en aurait rencontré un, les conquêtes arabes en auraient rencontré un, c'est l'obstacle qui fait que la vague revient. C'est-à-dire que il faut mettre probablement la bataille de Poitiers, l'échec, l'arrêt des conquêtes. Alors il y a aussi l'échec de l'assaut contre Constantinople, presque au même moment, une quinzaine d'années auparavant. Il faut mettre sur ces échecs l'arrêt des conquêtes, la crise de l'Empire à partir des années 730, 740, qui va aboutir à la chute de la première dynastie, la dynastie des Omeyyades de Damas, et au remplacement des Omeyyades de Damas par la dynastie des Abbassides à Bagdad en 750. Merci. J'ai juste une petite question. Sur la carte, oui. La péninsule arabique, vous avez une zone jaune, c'est-à-dire que c'est une zone qui n'est pas occupée par l'homme. Par l'homme, par l'homme. C'est le Rob al-Khali. C'est le quart vide. Ah, le quart oui, tout le Khali, oui, c'est ça. Alors ma question aussi concerne la prise de Narbonne et puis la poussée de ces troupes, entre guillemets, musulmans. Je crois que c'est plutôt des milices à la recherche de pillage des monastères. Oui. Oui, ça ressemble, ça ressemble aux Normands de la même façon, mais milice au départ ne vous empêche pas, et même vous oblige, dirait Ibn Khaldoun, si votre entreprise de conquête réussit, à fonder des formes étatiques. C'est ça. De même que l'expansion arabe correspond au même esprit, c'est-à-dire s'emparer des richesses, puisqu'il y avait même un organisme, je pense à la Mecque ou à Médine, qui gérait ces richesses. Ils vivaient de pillage. C'est pas l'expansion d'une religion qui était en pleine construction. Complètement. Merci. Complètement. Oui, vous avez raison oui. L'expansion est militaire et politique. C'est une conquête. D'ailleurs, les sources, puisqu'on n'a pas de sources arabes musulmanes pour l'époque des conquêtes, jusque vers 750, la langue arabe est encore une langue bédouine poétique. C'est une langue de la poésie. Voilà. Et donc les sources que nous avons sont souvent des sources chrétiennes, syriaques, en syriaque, et parlent de Mohammed comme le roi des Arabes. Ils ne perçoivent pas sa qualité de prophète, ils perçoivent sa qualité militaire et politique de roi des Arabes. Roi des Arabes. Ouais. C'est une conquête. Oui, tout d'abord, une question de source. Vous citez, alors pardon pour l'expression, Ibn Khaldoun. Est-ce que vous pourrez nous laisser des sources complémentaires par rapport à ce penseur qui visiblement structure centralement votre propos? Oui.
Et dans ces structurations, si j'ai bien compris, il y a donc la démographie, la monarchie et l'impôt qui vont structurer votre propos et nous présenter les évolutions des deux empires qui vont s'affronter. J'ai le sentiment que l'hypothèse des villes, du développement des échanges commerciaux et culturels apparaît comme étant pas aussi déterminante, en tout cas moins nommée dans ce que vous avez présenté entre 750 et 1000, ce qu'on peut comprendre de par la réalité de l'état des villes, mais que ce soit les villes européennes, que ce soit les villes méditerranéennes, et puis les autres villes que je connais beaucoup moins bien et qui m'intéressent a priori sur cet empire. Est-ce qu'on peut avoir des éclairages ? Vous avez abordé Bagdad dans toute la dernière fin de votre propos. Voilà, le rôle des villes dans la structuration des espaces me semble éventuellement intéressante. Alors, je vous renvoie à mes propres livres, alors. Oui. C'est la brève histoire des empires, donc Seuil 2013, si je ne me trompe pas, ça a dû être publié en poche en 2014. Alors sur Ibn Khaldoun, proprement dit, c'est plus... c'est une lecture un peu plus exigeante, peut-être. Ça s'appelle Ibn Khaldoun. Alors, Khaldoun, Khaldoun. Ibn Khaldoun et les 7 vies de l'islam. Ça a été publié alors, à Simbad, Actes Sud. Maintenant qu'on a publié Simbad, Actes Sud, on le dit, maintenant que la ministre, tout de même, et voilà. C'est la collection arabe d'Actes Sud, en fait. Simbad, Actes Sud en 2006, je crois, 2006, oui. C'est la dernière fois que j'ai publié Simbad Actes Sud, où j'avais l'habitude de publier jusque-là. Bon, et donc, votre deuxième question, les villes, oui, tout à fait. Non, ce que je voulais dire simplement, j'allais dire presque marteler, parce que c'est une idée qui ne nous est pas trop familière, depuis Braudel. Depuis Braudel et avant, je veux dire, bon, c'est pas... votre question est très intéressante parce que c'est une question occidentale, si j'ose dire. C'est-à-dire une large part de l'histoire de l'Occident se fait hors de l'État. Et ça, c'est quelque chose dont nous n'avons absolument plus conscience, tellement ça nous est naturel. Il nous est naturel que la révolution industrielle ait créé des villes qui ne soient pas des villes millionnaires et parfois parmi les plus grandes et les plus brillantes, qui ne soient pas des capitales. New York n'est pas une capitale, Sao Paulo n'est pas une capitale, Barcelone n'est pas une capitale, Milan n'est pas une capitale, etc., etc. Et vous pouvez multiplier, alors là, dans tout le monde. Voilà. Mais ça, c'est complètement particulier à l'Occident. Et c'est le grand mystère, en fait, de l'histoire de l'Occident. Absolument pas. Absolument pas. Dans le monde islamique, il y a une ville quand il y a un État. Quand il y a un État qui rassemble l'impôt et qui, par conséquent, constitue la ville. Alors, vous allez toujours trouver quelques exceptions, mais vous ne pouvez pas trouver d'exceptions parmi les grandes villes. Bagdad est la création de l'Empire abbasside. Lorsque l'Empire abbasside décline, lorsque le vent de l'Empire abbasside, comme dirait mon cher Ibn Khaldoun, décline, Bagdad décline. Dès le Xe siècle, vous avez des famines à Bagdad, tout simplement parce que la population n'y est plus nourrie par ce qu'on aurait appelé à Rome, mais le mécanisme est le même à Bagdad, la nonne, c'est-à-dire le tribut des provinces. Puisqu'on perd des provinces. Et quand on perd des provinces, on perd l'impôt des provinces, on perd le revenu, les bénéfices des provinces, et par conséquent, la ville ne peut pas subsister dans la même démographie, dans les mêmes proportions, dans la même masse. C'est ce qui arrive à Constantinople aussi, au fur et à mesure que l'Empire romain, qui a fondé Constantinople au IVe siècle, et qui en a fait sa capitale, se réduit comme peau de chagrin. La population de Constantinople, qui est par ailleurs frappée évidemment par famine et peste à partir du VIe siècle, se réduit de la même façon. Constantinople en l'an 1000, c'est 70 000 habitants à peu près. Constantinople de Justinien au VIe siècle, 400 ans auparavant, c'est 500 000 600 000. C'est-à-dire
j'allais dire, la mégalopole de ce haut Moyen-Âge, hein, comme Bagdad, c'est les mêmes dimensions à peu près que Bagdad ou que Rome, un peu moins que Rome, probablement à son apogée impérial du 1er, 2e siècle de notre ère. Même chose en Chine. Hein. Bon. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Non, ça va. Alors, Bagdad, oui, bien sûr. Hein, Bagdad structure tout un espace qu'il a nourri et qui travaille pour la ville impériale, c'est hors de doute. C'est-à-dire que le mécanisme d'Ibn Khaldoun est probablement juste. C'est-à-dire que Bagdad fait, quoi qu'elle lève l'impôt sur la Suziane, c'est-à-dire le sud-ouest de l'Iran actuel, le Khuzestan, comme on dit aujourd'hui en arabe, et le Sawad irakien, c'est-à-dire le Sawad, ça veut dire la terre noire, hein, donc la terre riche du centre de l'Irak. Bagdad, bien qu'elle lève l'impôt sur ces, entre guillemets, malheureux paysans écrasés par l'impôt, leur bénéficie. Parce que la nécessité de nourrir la ville mobilise le travail. Hein, la nécessité de payer l'impôt mobilise le travail. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour payer plus. Hein, bon, voilà, et ça marche. Hein, et ça marche fondamentalement, hein, bien sûr. Ibn Khaldoun remarque que parce que c'est Ibn Khaldoun, il est le seul, heureusement, à remarquer ce genre de choses, que le prix des produits agricoles dans les grandes villes, où on supposerait que l'accumulation de la population rend les prix des produits agricoles élevés, selon la loi de l'offre et de la demande, ces prix des produits agricoles dans les grandes villes sont moins élevés que les prix des produits agricoles dans les déserts, entre guillemets, enfin dans les solitudes bédouines, c'est-à-dire, par exemple, sur les hauts plateaux algériens. Il dit, à Fès ou à Tunis, les prix des produits agricoles sont moindres, tout simplement parce que cette agriculture, c'est essentiellement celle de la ceinture nourricière. Un des villes, ceinture nourricière, qui peut s'étendre jusqu'à 100, 200, 300 km autour de la ville. Ça dépend de son importance démographique. Ceinture nourricière où les méthodes, où d'abord la densité de la population permet la mobilisation du travail, la division du travail, hein, donc la division des métiers, qui sont les seuls gains de productivité que vous puissiez imaginer dans une économie agraire où spontanément ni la population ni la division du travail ne s'imposent. Hein, songez qu'il faut, à l'époque de ce qu'on appelle un peu pompeusement, vous en avez parlé, excusez-moi, la première fois, mais enfin bon, un peu pompeusement tout de même, la révolution néolithique, mais c'est vrai que c'est une révolution absolument fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Hein, je veux dire, avec la révolution industrielle, c'est l'événement de la civilisation matérielle la plus importante de l'histoire de l'humanité. Mais tout de même, au néolithique, il faut... évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'a pas de statistiques, hein, mais en gros, il semble qu'il faille à peu près 1500 à 2000 ans pour que la population double. Hein, je vous rappelle qu'au XXe siècle, la population a doublé entre 1960 et l'an 2000, en 40 ans. Vous voyez que les progrès de la révolution néolithique sont extrêmement minces. Et au total, dans les premiers millénaires de l'histoire, ça n'est pas très différent. Hein, c'est-à-dire que vous avez effectivement aussi, de la même façon, un doublement, sans doute au premier millénaire avant Jésus-Christ, un doublement, mais au premier millénaire après Jésus-Christ, une stagnation totale, avec un creux au milieu, hein, qui correspond d'ailleurs à l'époque des conquêtes arabes, un creux, et puis une remontée jusqu'en l'an 1000. Mais en l'an 1000, la population a à peine, mondiale, hein, j'entends, a à peine récupéré le niveau de l'ère chrétienne, aux alentours de 250 millions d'habitants. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a eu un phénomène là, dans toute cette histoire fascinante de service militaire obligatoire? Quelque chose qui pourrait ressembler à ça? Alors non, évidemment. Vous voyez, vous avez mis le point décisif, dont je ne sais pas parler parce que c'est pas le but, mais que vous allez retrouver soit dans Ibn Khaldoun et cette vie de l'islam, parce que je faisais déjà un dernier chapitre sur
sur la comparaison avec le monde moderne, l'application de la théorie au monde moderne, soit dans la brève histoire des empires. Non, les empires, comme elles désarment leur population, donc les empires excluent totalement le service militaire, ils fondent leur réserve de violence essentiellement sur des tribus qui, elles, en revanche, mobilisent à peu près totalement leur population mâle. C'est leur raison d'être. C'est leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est la violence. C'est la violence au service de l'Empire. Hein. Le général... non, c'est pas Bugeaud. C'est le futur général Daumas, qui était le fondateur des bureaux arabes en Algérie pendant la guerre de conquête de l'Algérie, disait qu'une tribu arabe peut mobiliser une âme sur 4, si j'ose dire. Hein, une âme sur 4. C'est-à-dire, si une tribu de 50 000 âmes, femmes et enfants comprises, bien entendu, peut mobiliser entre 10 et 15 000 hommes. Ce qui est énorme. Hein, ce qui est énorme. Hein, parce que tout le monde se bat. Alors, avec des armes plus ou moins efficaces. Mais vous avez... c'est pour ça que dans les conquêtes arabes, entre une armée de métier qui était celle de l'Empire romain ou celle de l'Empire sassanide, hein, et les Arabes, le déséquilibre des nombres, malgré le déséquilibre des nombres des populations des empires respectifs et le faible nombre des Arabes, le déséquilibre des nombres n'est pas considérable, parce que chez les Arabes, tout le monde se bat. Et dans l'Empire byzantin, vous avez peut-être une armée de 100 000 hommes, hein, pour un empire de 25 millions d'habitants. Ce que nous connaissons. L'armée française, c'est 100 000 hommes. Hein. L'armée de terre, excusez-moi. L'armée de terre, on est très fort pour tirer de loin. Mais l'armée de terre, là, quand il s'agit d'y aller, hein, c'est 100 000 hommes. C'est tout. C'est pour un pays de 66 millions d'habitants. Je vous rappelle qu'en 1914, ça a changé, oui. En 1914, avec la loi de 3 ans, la France de 40 millions d'habitants pouvait mobiliser 800 000 hommes. Vous voyez la différence. Hein. Alors encore une fois, c'était les citoyens lambda qui faisaient un service militaire de 3 ans, hein, depuis la loi de 1911, et qui ont fait 4 ans de guerre en plus, parce que juste au moment où ils allaient être libérés, justement, la guerre a éclaté. Ça tombe bien. Et donc, les survivants, il n'y en a pas eu beaucoup. Ceux qui sont partis en 1914, les survivants ont fait 7 ans de service militaire et de guerre. Bon, c'est un système complètement différent de celui des empires, hein, bien sûr. Complètement. Vous avez tout à fait raison. C'est lorsque la révolution industrielle libère la création de richesses, c'est-à-dire lorsque la révolution industrielle, les débuts de la révolution industrielle, permettent de sortir de cette loi des empires, à savoir il faut désarmer les populations pour lever sur elles l'impôt. On n'a plus besoin de désarmer systématiquement les populations, puisque la richesse ne vient plus seulement de la levée de l'impôt. Alors on peut armer les populations. C'est la Révolution française, c'est la Révolution américaine, hein, qui, comme vous le savez, puisqu'on en parle sans arrêt, garantit la possession d'armes à feu à tous les citoyens. Et c'est le premier acte de la Révolution française. Dans l'été 1789, la Constitution des gardes nationales fait de la France un pays de 3 millions d'hommes armés. Hein, c'est le premier acte des révolutions. C'est le premier acte de la modernité politique, c'est-à-dire conquérir les armes, dont nous avons été privés avec notre consentement. Hein, je n'ai pas besoin de vous dire, à partir des années 1970. Hein, on peut dire qu'entre très très progressivement, entre l'extrême fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, le service militaire s'est étendu partout dans le monde, dans tous les pays modernes, hein, y compris la Russie, y compris le Japon, y compris l'Empire turc, l'Empire ottoman. Et entre 1880 et 1970, on a vécu sous un régime effectivement de service militaire, après 1970, les Américains ont commencé, hein, c'est après la guerre du Vietnam, à supprimer le service militaire, et puis les autres ont suivi petit à petit pour des raisons techniques, militaires, hein, toutes sortes de bonnes raisons, mais enfin, le résultat est là. Il n'y a plus, hein, nous sommes désormais de nouveau dans une situation impériale, de ce point de vue. Impérialisme néolibéral.
C'est-à-dire que si vous préférez mettre les choses dans des termes moins polémiques, le but des États est visiblement non plus la cohésion des peuples, mais la production de richesses. Voilà. Pour une minorité. Par ailleurs. Par ailleurs. Mais bon, au-delà. Oui, par ailleurs. Oui, non. Bon, moi, je suis d'accord, mais bon, tout le monde est. Le rôle des oligarchies financières, la financiarisation mondiale. Même. Enfin, là, on débat. Oui. Et même, bon, les très très qualifiés, il faut bien dire, hein, les ingénieurs de la Silicon Valley, les très grands marchands d'art, les très grands historiens de l'art. Bon, je suis professeur d'université au dernier degré de la consomption, c'est-à-dire, bon, j'ai une bonne retraite, je vous rassure, hein, mais ma femme, qui est directrice de musée, excellente historienne de l'art, pourrait se vendre aux États-Unis 2 ou 3 fois ce qu'elle gagne en France et 5 ou 6 fois ce que je gagne. C'est évident. Bon, elle fait partie des 1%, comme on dit maintenant aux États-Unis. Oui, bien sûr. Oui, pardon. On va peut-être arrêter. Merci infiniment.